Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Tout d'abord, les titres de cette édition. De grands moyens sont déployés. La voie terrestre étant dangereuse, minée souvent par des engins explosifs. Le président de la commission électorale a atterri à Arbinda, plus de 360 km de la capitale dans le Sahel, à bord d'un hélicoptère militaire. Il a rendez-vous avec les villageois. Le maire de Arbinda, se sentant menacé, a fui et vit à Ouagadougou depuis des mois. Il est venu avec l'équipe de la commission électorale. J'ai quitté la commune il y a 3 à 5 mois de cela. Et je reviens aujourd'hui avec le président de la CENI pour lancer cette opération. C'est un sentiment de joie, d'encouragement auprès de ma population. Après Arbinda, cap sur Djibo, principale ville du Soum, toujours dans le Sahel, on compte par milliers le nombre de personnes ayant fui les exactions des terroristes pour se retrouver ici. Parler d'élections maintenant inquiète les populations. Nous sommes très inquiets parce que comment vont se dérouler les élections, ce sera nos inquiétudes. Nous avons des centaines de milliers de déplacés. Et en plus de ces déplacés-là, il y en a qui sont restés aussi dans les villages qui sont inaccessibles. Pour des femmes et des jeunes qui ont fui sans bagage ni rien, ce n'est pas évident qu'ils se retrouvent avec des documents pour les votes. Par exemple, si je prends l'extrait de naissance, même quand on parle d'établir des CNIB, elles sont parties sans rien, ni extrait de naissance, ni CNIB. Le président de la CENI estime qu'il faut tenir les élections ici. Il faut que les votes se passent pour que les pouvoirs publics et les pouvoirs élus au niveau du Sahel puissent se perpétrer pour permettre de mieux représenter les populations. Que ce soit à Arbinda ou encore ici à Djibo, les autorités burkinabées disent être décidées à ce que les élections de 2020 se tiennent, même si ces zones sont touchées par le terrorisme. Le Sahel ne doit pas se détacher du reste du Burkina, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Djibo. Son nom figure dans la plainte qui agite Washington et a déclenché l'enquête sur une procédure de destitution du président. Kurt Volker est dans l'impasse. Cet ancien envoyé spécial pour l'Ukraine est arrivé jeudi à Washington pour témoigner de ce qui a été son rôle dans la pression exercée par le président sur son homologue ukrainien pour obtenir des informations sur Joe Biden et son fils Hunter. Les démocrates estiment que son témoignage sera déterminant dans leur procédure de destitution. Je pense que le président connaît l'argument qu'on aura contre lui et il a peur. Trump indique cependant publiquement qu'il pourrait aussi demander à la Chine d'enquêter sur Biden et non seulement à l'Ukraine. Ce qui s'est passé en Chine est tout aussi mauvais que ce qui s'est passé avec l'Ukraine. L'étau se resserre également autour du vice-président Mike Pence. Le Washington Post a indiqué que le président Trump l'a utilisé non seulement pour mettre la pression sur les autorités ukrainiennes afin qu'elles n'installent pas officiellement le nouveau président, mais aussi notifier au président élu qu'il ne bénéficierait de l'aide militaire américaine que s'il s'engage à combattre la corruption. Je pense que vous devriez demander la conversation du vice-président Pence, parce qu'il en a eu quelques-unes. Des proches du vice-président ont dit, selon le Washington Post, ne pas être informés de cette conversation à polémique avec l'Ukraine. Le président a à maintes reprises demandé une enquête sur Biden, admet d'un autre côté un officiel de la Maison-Blanche qui confirme que le conseiller à la sécurité du vice-président était impliqué dans cet appel téléphonique. Nous sommes jeudi et qui dit jeudi dans le monde aujourd'hui dit santé et c'est avec Mohamedou Oumfa. Mohamedou, bonsoir. Salut John. Merci d'être là. La technologie n'est jamais loin de la médecine. Nous parlons aujourd'hui d'une application numérique lancée par l'OMS pour améliorer les soins aux personnes âgées. L'annonce a été faite il y a 2 jours. Oui, le 1er octobre qui est traditionnellement, depuis 1991, la journée internationale des personnes âgées. Alors une journée qui avait été créée par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser l'opinion publique sur la contribution de cette catégorie de personnes dans notre société et sur les défis qui sont liés au vieillissement. Alors à l'occasion de l'édition 2019 de cette journée, l'OMS a lancé un ensemble d'outils dont une application numérique pour aider les professionnels de la santé et de l'action sociale à améliorer la qualité des soins qu'ils dispensent
pense aux personnes âgées. Cette application que l'on peut voir à l'écran s'appelle ICOP, qui signifie Integrated Care for All the People. Alors, c'est une application en accès libre, n'importe qui disposant d'un smartphone peut la télécharger, mais elle est prioritairement destinée aux professionnels de la santé et de l'action sociale. Et une application qui donne les conseils pratiques pour répondre aux besoins prioritaires des personnes âgées sur la mobilité, la malnutrition, les déficiences visuelles et auditives, les symptômes dépressifs et bien d'autres, John. Alors, je ne sais pas, Mohamedou, s'il y a une application pour détecter les zones où il y a les moustiques, mais on va évoquer le paludisme au Congo-Brazzaville. C'est encore l'une des premières causes de mortalité chez les enfants. Oui, John, c'est malheureusement le cas, parce que jusqu'à présent, 70% des cas d'hospitalisation, selon les autorités sanitaires congolaises, sont dus au paludisme et 60% des cas sont dus justement au paludisme, des cas de personnes qui décèdent de cette maladie. Alors c'est dans le cadre de la lutte contre cette maladie que le Premier ministre congolais, Clément Mwamba, a lancé ce jeudi dans la banlieue de Brazzaville une campagne de distribution de plus de 3 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides, une campagne prévue pour durer 5 jours et qui est financée à hauteur de 8 milliards de francs CFA par le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Alors, il est important de noter, John, que la dernière campagne du genre dans ce pays remonte à 2012. En fait, depuis 2012, il y a eu une rupture de financement du Fonds mondial. Le Congo avait été classé par la Banque mondiale, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, donc capable de se prendre en charge. Alors, et on parle d'autre chose, on va terminer par quoi? On va parler de l'épidémie d'Ebola qui continue à faire des victimes en République démocratique du Congo. Alors, il y a plusieurs pays qui aident le Congo à lutter contre cette épidémie, parmi lesquels les États-Unis, dont le secrétaire à la santé, Alex Azar, s'est rendu en RDC, c'était à la mi-septembre, pour toucher du doigt la réalité du phénomène sur le terrain. Alors, notre confrère, Mil Arcega, était du voyage. Regardez son compte rendu, un compte rendu que j'ai traduit pour vous. C'est un voyage à haut risque. En tout cas, très peu d'Occidentaux s'aventuraient dans ces localités au cœur des forêts tropicales et des volcans actifs. Il faut en outre emprunter des routes sinueuses et poussiéreuses pour arriver au village reculé de Butembo, épicentre de l'épidémie. Ici, on peut faire ce salut au coude plutôt qu'à la main. Se désinfecter les chaussures et les mains sont obligatoires pour accéder au centre de traitement d'Ebola. Une réalité vécue par Alex Azar, secrétaire américain à la santé lors de sa visite. C'est une situation vraiment tragique, surtout de voir tant d'enfants. C'est probablement l'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est le nombre d'enfants hospitalisés. Débutée l'année dernière, l'épidémie est la deuxième la plus grave ayant frappé le pays. Plus de 3000 personnes ont été infectées et plus de 2000 ont déjà perdu la vie. Plusieurs facteurs compliquent la lutte, parmi lesquels des rumeurs persistantes sur l'origine de la maladie. Beaucoup continuent de croire dur comme fer que le virus a été fabriqué à dessein. Jusqu'à ce jour, dans la population, les gens continuent de penser que les malades qui arrivent dans ce centre de traitement sont quasiment condamnés à mort. Ils repartent soit dans un sac mortuaire, soit dans un cercueil. Mais il y a des gens qui travaillent dans la communauté pour changer cette perception. Parmi ces personnes, il y a Huguette Moulianza. La jeune dame est totalement guérie de la maladie après avoir été traitée avec du MAP 114, un médicament expérimental. Depuis lors, elle sillonne les villages environnants pour convaincre les gens de se soigner le plus tôt possible. L'autre défi, c'est l'insécurité. Plusieurs groupes armés opèrent dans la région et mènent des attaques sporadiques, y compris contre les professionnels de la santé et autres travailleurs humanitaires. Les États-Unis ont déjà investi plus de 300 millions de dollars dans la recherche d'un vaccin et promettent d'accompagner davantage la RDC dans la lutte contre cette maladie. Merci Mohamedou et à jeudi. À jeudi prochain. Chaque mois, le bateau des Safari Doctors quitte l'île de Lamou avec tout le matériel nécessaire pour une clinique mobile.
Après plus de 2 heures en mer, l'équipe arrive à Kiangwei, un village reculé près de la frontière somalienne. Les gens ici ont besoin d'aide. Ils en ont vraiment besoin car ici, ils n'ont pas accès aux services de santé. L'équipe médicale est composée de volontaires et propose des services allant de la vaccination à la santé maternelle et aux premiers secours. Rufia s'est coupé le doigt avec une machette alors qu'il travaillait dans un champ de maïs. C'est trop loin. Et accéder à un hôpital, c'est un problème. Il n'y a pas d'argent. Il faut de l'argent pour aller voir un médecin. Safari Doctors a été fondé en 2015 par une Kenyane d'origine pour aider les populations isolées à accéder à des services de santé de base, mais la principale préoccupation de l'ONG reste l'insécurité dans la région. Il y a de mauvaises infrastructures et la présence de terroristes en plus. Il y a aussi la présence de l'armée. Par conséquent, les mouvements deviennent difficiles pour nous. Pour nous rendre dans certains villages, nous devons décider à la dernière minute. La clinique mobile se rend chaque mois dans 12 villages isolés situés près de la frontière somalienne, une zone en proie à la violence. Malgré les opérations menées par l'armée kenyane au cours des 4 dernières années, celle-ci n'a pas encore réussi à totalement neutraliser les militants d'Al-Shabaab. Bonsoir à tous. Mo Salah, qui a été mis au repos pour le prochain match de l'Égypte, la star de Liverpool ne sera pas avec les Pharaons pour le match amical contre le Botswana le 14 octobre. J'ai parlé à Salah, je me suis mis d'accord avec lui sur le fait que c'est dans son intérêt et dans celui de l'équipe nationale qu'il se repose, a déclaré le nouveau sélectionneur Hossam Al-Badri. Cette annonce intervient quelques jours après la polémique sur la non prise en compte des votes égyptiens pour la nomination du meilleur joueur FIFA de l'année. Mohamed Salah, qui n'a terminé que 4e de ce vote, a changé sa bio sur Twitter, mentionnant jouer pour Liverpool, mais plus pour sa sélection. Le match contre le Botswana fait partie des préparatifs pour les qualifications de la CAN Cameroun 2021. Ce sera la première sortie pour Badri depuis sa nomination en septembre. Toujours dans cette veine des journées FIFA, le match amical RDC-Côte d'Ivoire a été délocalisé à Rouen. Cette rencontre était initialement prévue à Paris. Léopards et éléphants s'affrontent donc le 13 octobre dans le cadre de cette journée FIFA. Et avant ce match, les Léopards de la RDC feront face au Fennec d'Algérie le 10 octobre au stade Moustapha Tchaker de Blida. Pour ces matchs amicaux, le sélectionneur de la RD Congo, Christian Zengi Mbiembe, a retenu 26 joueurs, une liste marquée par le retour de l'attaquant Dieu merci Bokani et de Nekens Kebano de Fulham. Il a aussi fait appel à 2 novices, Samuel Moutousoumani du FC Nantes et Edo Kayembe d'Ardenlec. Des nouvelles des mondiaux d'athlétisme pour finir avec l'abandon du recordman du monde et du tenant du titre du décathlon, Kevin Mayer, touché au genou droit et au tendon d'Achille gauche, a lâché prise et a quitté le stade en larmes. 3e et encore largement en course pour le gain du titre après les 5 premières épreuves disputées hier. Le Français a ressenti des douleurs au tendon d'Achille dès le 110 mètres haies. La première épreuve de la 2e journée qu'il a terminée en boitant en 13 secondes 87. Il a ensuite réussi à lancer le disque avant d'être incapable de passer une barre à 4,60 mètres à la perche alors qu'il était en tête du décathlon. Il s'agit d'un énorme coup pour les Bleus car Mayer était la seule chance de médaille d'or de la France d'ici la fin de la compétition. Au revoir. L'atelier de Mohamed Nour est niché dans l'un des quartiers de la capitale, Mogadiscio. Nour pourrait bien être le dernier d'une longue lignée de tisserands qui fabriquent le tissu traditionnel appelé el hindi. Il fut un temps où cette étoffe tissée à la main était convoitée par tous les Somaliens, petits et grands, riches et pauvres. Nous avons décidé de faire ce travail parce que nous étions au chômage. Je ne connais aucune autre profession telle que la maçonnerie ou la menuiserie. Je sais seulement tisser, mais il y a moins de travail maintenant car des vêtements moins chers ont inondé le marché. Des décennies de guerre, l'adoption de la tenue vestimentaire occidentale par les jeunes, l'afflux de textiles moins chers et les vêtements de seconde main ont eu raison de ce métier autrefois lucratif. Je fais ce métier depuis 40 ans. Je ne gagne que 50 000 shillings somaliens par jour.
Je ne sais pas quoi faire avec cet argent car il ne me suffit pas. J'ai des factures pour ma famille et si un de mes enfants tombe malade, je ne pourrai pas lui acheter des médicaments. Les vêtements neufs et d'occasion moins chers constituent une industrie de plusieurs millions de dollars en Afrique. La plupart des vêtements et textiles proviennent d'Europe, de Chine et des États-Unis. Avec toute cette offre qui inonde le marché somalien, les propriétaires de magasins de tissus traditionnels, tout comme les tisserands, restent convaincus que leurs produits sont supérieurs et méritent d'être défendus. Ces vêtements sont bien meilleurs que les vêtements importés puisqu'ils ont été tissés à la main. Le marché n'est pas bon aujourd'hui. Je continuerai à commercialiser des vêtements traditionnels et à convaincre des gens qu'ils ne sont pas chers. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour.